Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle masterclass du Whisky Live Paris 2022. Et là, on est aujourd'hui avec Alexandre Gabriel, donc propriétaire, maître de chai de Cognac Ferrand et de plantation, des rhums plantations, qui seront le sujet aujourd'hui de cette masterclass. Merci Alexandre. Merci bien, merci beaucoup. Merci d'être ici. On va goûter des bonnes choses aujourd'hui, je vous le promets, ou en tout cas des choses très distinctives, parce que c'est à vous de décider si ça vous plaît ou pas, bien entendu. Et puis avec une petite surprise à la fin, qui n'est disponible qu'à la Barbade. Et donc, en réalité, c'est venu dans les valises. Hein, c'est cette dernière bouteille ici qu'on voulait vous faire goûter, qui est un projet local et qui nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et dont je vais vous parler aussi. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 crus. C'est que le rhum, alors, je m'a très bien présenté. Moi, j'ai été formé à Cognac. Je suis maître assembleur, je suis distillateur à Cognac. Je fais la maison Ferrand, que vous connaissez peut-être. On a d'ailleurs un petit stand de Ferrand en bas. Et on a nos propres vignes. On travaille depuis la grappe de raisin jusqu'à la mise en bouteille. Et je suis tombé amoureux du rhum. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'a fasciné dans le rhum, en réalité, c'est cette diversité et ce sérieux et cette diversité technique. Le fait qu'un rhum de Trinidad n'est pas fait comme un rhum de la Barbade, n'est pas fait comme un rhum de la Jamaïque, n'est pas fait comme un rhum de Fidji. Et là, on va voir d'ailleurs sur 3 terroirs. Et ça, c'est des choses que je trouve vraiment incroyables. Et notamment, quelque chose qui est un petit peu obscur, la fermentation. Fermentation, on n'en parle jamais. Vous savez que la fermentation, c'est ce qui fait que le sucre devient de l'alcool, mais aussi est plus important, parce qu'on ne boit pas pour l'alcool, on boit pour le goût. Et en réalité, que tous ces éléments gustatifs, ces esters et tous ces éléments, ces alcools subs, tous les éléments du goût, sont transformés et sont créés par ce phénomène qui est la fermentation. Et là, vous le voyez, dans le rhum, il y a un savoir absolument exceptionnel, qui pour un distillateur à Cognac, pour moi, a été une découverte absolument incroyable. J'étais un gamin, je devais avoir 25 ans, et vous savez, quand on a 25 ans, on est là, on se dit... je connais mon truc et tout ça. C'est juste quand on est plus vieux qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. C'est à peu près mon âge maintenant. Et parce qu'on finit par découvrir beaucoup de choses et finalement on se dit. Et là, j'ai été très impressionné par ces savoirs, ces cultures, et qui sont l'histoire maintenant de ma vie professionnelle, bien sûr, toujours avec l'activité de Citadel et de Ferrand. Et je vais partager ce moment avec vous. Et c'est un honneur pour moi et un plaisir, parce qu'on est une boîte familiale. Et l'équipe à la Barbade et l'équipe à Cognac, on est de la même famille dans notre esprit. Et chaque année, on a une tombola où n'importe qui à Cognac peut se retrouver à la Barbade à vivre la vie de la distillerie pendant une semaine. Et inversement, l'équipe de la Barbade vient à Cognac. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a 4 personnes qui sont là, dont 2 grandes personnes de la distillation. Et je vais leur demander d'ailleurs je vais vous les présenter. Hein, vous avez ici, vous avez à droite, qui est en train d'ajuster son casque, vous avez Vivian Wisdom, qui est un grand distillateur, qui distille depuis de nombreuses années, qui est là ici. Vivian, if you want to stand up so they know where you are, I'm going to introduce the whole team. So Vivian, you've been distilling for how long? How many hours have you been distilling? How many years have you been distilling? So, distillateur pour 30 ans. Hein, il a distillé dans des distilleries à Clarendon, il a distillé à Hampden, il a distillé à West Indies Rum Distillery pour pas mal d'années maintenant. À côté, vous avez Don Ben. You have Don Ben qui apprend le français, who's learning French. And Don Ben has been distiller, il parle français. Élu meilleur maître distillateur l'année dernière du rhum. C'est le maître distillateur de West Indies Rum Distillery, la distillerie qu'on voit ici dans le cadre. Quelqu'un de très technique aussi. C'est un plaisir pour moi de travailler avec eux. C'est vraiment des stars dans ce domaine. Un maître assembleur, c'est distiller. Un maître distillateur, c'est assembler. Et on travaille ensemble et c'est eux qui créent des couleurs qui permettent comme ça de créer ces peintures, ces produits dont on parle. On a Dexter qui est là et puis on a Stéphanie qui aussi viennent de la distillerie. Stéphanie, elle s'occupe de l'argent. Hein, c'est elle qui est à la comptabilité. Donc, ils sont là tous les deux. Et bravo à vous aussi et merci d'être là. Thank you.
Thank you guys for being here. It's a great pleasure to have you both here. So, aujourd'hui, on va faire ce petit voyage et on va parler de ces différents terroirs. Donc, on va commencer rapidement. Ici, vous voyez l'équipe. Vous voyez d'ailleurs ici Don, qui est ici, hein, le maître distillateur. On voit ici Flovia, qui est la maître distillateur de Clarendon, qui a été formée par Vivienne, ici, qui est la première femme maître distillateur de l'histoire du rhum de la Jamaïque, hein, qui est ici, Flovia, qui est ici. Donc, vous voyez les équipes, ça me fait plaisir. Alors ici, vous avez cette vieille colonne qui est réparée avec une porte de Tankhaley, ici, qui est la colonne parce que de Fidji. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ça. Et là, vous voyez les équipes on est une boîte familiale, donc vous voyez les équipes de la Maison Ferrand. On va commencer par Trinidad. Et on va commencer par un Trinidad très spécifique qui est tout à votre gauche, qui est un Trinidad. Trinidad, vous savez, le rhum est distillé en alambic et en colonne, et Trinidad distille avec une colonne. Et moi, la première fois que j'ai visité la distillerie Trinidad, j'ai vu cette distillerie, j'ai vu cette colonne qui est assez industrielle dans sa construction. Et quand j'ai goûté les rhums, je n'ai pas compris la relation entre le goût et le rhum. Et en fait, en discutant avec le maître distillateur, on a ici certaines personnes de l'équipe, vous voyez, et en discutant avec lui, vous voyez, c'est une colonne assez importante en taille. Et j'ai dit, comment tu fais pour avoir ces goûts qui sont à la fois floraux, qu'on peut attendre d'une distillation en colonne, mais aussi avoir des rhums assez texturés. Et eux m'ont expliqué, alors ça parle beaucoup aux maîtres distillateurs qu'on a ici, ils vont chercher sur des plateaux plus bas de la colonne des éléments très texturés qui réintroduisent avant le vieillissement. Et là, moi, j'ai dit pour plantation, c'est ça qu'on veut. Quand on fait du plantation Trinidad, c'est ça qui nous intéresse. C'est des rhums qui sont, oui, de Trinidad, avec cette signature sur la floralité, la finesse, l'équilibre, mais des rhums qui, justement, ont beaucoup de texture. Pour les très techniciens, alors je vais être un peu embêtant sur la technique, mais on voit 1700 grammes, 1741 grammes de substances volatiles. C'est quoi les substances volatiles? J'entends déjà ma femme qui me dit « Arrête de me parler de trucs techniques, ce qui m'intéresse, c'est le goût ». En réalité, les substances volatiles, c'est le poids d'un spiritueux, c'est ce qui fait son intensité gustative. Une vodka industrielle, vous savez combien ça pèse? Pas 1700, ça s'appelle 6 grammes d'éléments gustatifs. Donc, c'est principalement de l'eau et de l'alcool. Donc là, on a, vous voyez, le cognac, c'est un minimum de 200 grammes, avec plutôt 800. Vous avez un whisky américain, le minimum, c'est 120 grammes. C'est juste, je suis un petit peu technique et je m'en excuse, mais c'est pour vous dire que pour un rhum, c'est extrêmement texturé. Et je voulais que vous le goûtiez. Alors ici, c'est des expressions qu'on appelle single cask. Les expressions single cask vont revisiter ces techniques anciennes du rhum où on utilise d'autres types de fûts que le bourbon. 99% du rhum, actuellement, est vieilli en fût de quoi? Quel type de fût? Bourbon. 99%. D'accord? Et pourquoi? Parce que les fûts de Bourbon, le Bourbon impose de réutiliser des fûts neufs, et donc ils sont disponibles, ils ne coûtent pas cher, ça marche bien d'ailleurs, il faut le dire. Mais par contre, dans le temps, vous savez, on ne jette rien dans une distillerie familiale, nous on est une ferme, on ne jette rien, on réemploie toujours les éléments. Et là, l'idée, c'est de se dire, on va réutiliser des fûts. Donc ici, on utilise des fûts de cognac, d'un cognac très spécifique qui s'appelle 10 générations, qui est un cognac Grande Champagne Ferrand. Mais aussi, vous verrez dans les single casks, il y a certains collectionneurs, on fait 15 single casks par année, j'en vois quelques-uns ici dans la salle, et qui les collectionnent. On fait 15 expressions chaque année. Et aujourd'hui, je vous présente ces 3 expressions qui sont assez exceptionnelles, assez anciennes et assez uniques dans leur profil. C'est pour ça que je voulais vous montrer un Trinidad vraiment très particulier dans sa construction, dans son ethos, et de comment il goûte et comment on peut le déguster. Il vous plaît? Qu'est-ce que vous sentez ici? Aidez-moi.
Ici, on a des notes, bien sûr, on sent le vieillissement, il est assez ancien. Comme vous le voyez, on parle quand même d'un rhum ici de 21 ans. Donc on a la présence du fût, c'est les éléments de vanille qui sont là, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a des éléments de fruits exotiques. Hein, en bouche, je ne sais pas si vous sentez un peu l'ananas, un peu séché. Vous savez, quand vous allez, ces petits fruits séchés, des fois qu'on mange comme ça dans un cocktail, vous avez certains de ces éléments qu'on retrouve, des éléments de whisky lactone qui sont un peu noix de coco, que vous allez retrouver aussi, ça qui viennent du fût, mais aussi un élément un petit peu épicé qu'on a, un petit peu gingembre, je ne sais pas si vous le retrouvez, qu'on retrouve comme ça au niveau épicé. Alors n'oubliez pas que c'est un rhum qui est à son degré de fût, c'est-à-dire 64,3% d'alcool. Là, donc, on a un rhum très intense. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de déguster des rhums qui sont bruts de fût, il faut s'approcher doucement et une petite goutte va comme ça vous donner une intensité très spécifique au niveau du palais. D'accord? Donc là, maintenant, on va changer de terroir, ce qui est très spécifique aussi à Trinidad Distillers. Cette distillerie, il n'y en a plus qu'une à Trinidad, c'est qu'ils travaillent eux-mêmes les fûts. C'est eux, on le voit ici, qui réparent leurs fûts. Il faut savoir que, par exemple, à West Indies, on en parlera tout à l'heure, Don, qui est à la fois le master distiller, mais le directeur de la production, Don Ben, lui aussi, on a une petite unité de réparation de fûts qui date de 1930. On a des équipements qui sont de Buffalo, New York, 1930, qui servent encore à recercler les fûts. Ce n'est pas de la haute technologie, ils ne sont pas commandés par Internet, ils sont très manuels, mais ils marchent très bien. Et ce matériel sert encore. Je vois Jonas ici qui le connaît, il a vu le matériel. Et donc ça, on a les meilleures distilleries, souvent travaillent toujours eux-mêmes à la réparation de leurs fûts. Ils font eux-mêmes, bien sûr, aussi leur caramel. Ici, on va aller à Fidji. Alors à Fidji, on a en réalité, on l'oublie, Fidji, on a Vivienne ici qui est un Jamaïcain. Fidji, c'est 2 fois la taille de la Jamaïque. On ne pense pas que Fidji, c'est aussi grand et c'est un nombre d'îles important, plus de 600. Et Fidji, il y a une seule distillerie. Et je me rappelle, j'avais un pari avec le maître distillateur. Il me dit, à Fidji, on ne distille que depuis les années 1970. Et je lui dis, depuis combien de temps on fait du sucre à Fidji? Depuis 150 ans. Je dis, je te fais un pari que ça fait 150 ans qu'on fait du rhum à Fidji. Il me dit, non, non, c'est notre distillerie la première. Et il m'a envoyé un email 2 mois après en me disant, je suis allé dans les archives, il y avait une sucrerie et bien sûr, ils faisaient du rhum. Parce que quand on fait du sucre avec de la canne, il y a quelqu'un qui se dit, il ne peut pas s'empêcher de faire du rhum. Donc qu'est-ce qui caractérise Fidji? Fidji, c'est un cru très très spécifique. C'est un cru qui travaille à la fois sur ce qu'on appelle les esters, c'est les éléments de fruits exotiques qui sont très intenses et qu'on retrouve dans ce rhum, mais c'est un rhum qui travaille aussi ce qu'on appelle, nous, les alcools supérieurs, qui sont des éléments sur le chocolat, le pain d'épices. Et alors, la Jamaïque adore les esters, hein, on travaille de façon superbe sur les esters, la Barbade aussi. Et là, vous avez par exemple le Demerara, si vous goûtez, qui travaille énormément sur les alcools sup, ses côtés chocolat, etc. La Barbade équilibre les deux, adore équilibrer les deux. Et là, Fidji, il booste les deux. Et on a des rhums qui, quelquefois, vous bousculent, quelquefois. Et Fidji, on a ce côté à la fois, du fruit, un peu chocolat, on a presque une dimension un peu faisandée et animale. Légèrement hydrocarbures. Hein, je ne sais pas si vous le voyez quand on le sort. Et ça, on est sur un Fidji. Je vais vous mettre la fiche technique pour ceux qui veulent l'analyser. C'est un distillat qui est en 100% alambic. Son degré de mise en bouteille, vous le voyez, est à 65,6%. Et là, on a un rhum qui est assez entier. Tout à l'heure, on a goûté un monstre de Trinidad au sens respectable, bien sûr. Ici, on a quelque chose qui a des alcools supérieurs à presque 400, 400 grams of higher alcohol. C'est un rhum très, très, très texturé, très intense aussi. Et là, on est sur un millésime 2007. Hein, et en fait, vous l'avez ici, vieilli 14 ans à Fidji, dans un fût de Bourbon, et 1 an, rappelez-vous, dans un fût de cognac. Alors, petite révision, qu'est-ce qu'apporte le fût de Bourbon? Le fût de Bourbon apporte les éléments de vanilline, un peu vanillés, et des éléments, ce qu'on appelle les whisky lactone, des éléments un petit peu de noix de coco. Qu'est-ce qu'apporte
un fût de cognac ou un fût de chêne français, il apporte la structure au niveau si vous voulez, des tanins, hein, et qui va lui donner une certaine structure. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font du vin travaillent beaucoup sur le chêne français parce qu'ils recherchent ces épices et cette structure qu'amènent les tanins. Ici, on travaille un spiritueux et en fait, avec Plantation, on adore travailler sur les deux. Et pour les passionnés, vous verrez qu'ici, on a fait Bourbon et fût de cognac, mais aussi j'adore travailler les fûts de Sauternes, les fûts de Pauillac, les fûts de Banyuls, les fûts de Madère, etc. Et ça, vous le verrez dans les single casks, toutes ces expressions très spécifiques. Ici, on travaille sur ce double vieillissement. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant, n'hésitez pas. Hein, ici, c'est un petit groupe, c'est agréable. Et on va comme cela. Alors, vous voyez la différence? J'aime beaucoup cette dégustation parce que ça permet de vous montrer ce que nous, on trouve fascinant avec Plantation, c'est ces cultures qui produisent, si on les respecte, si on les comprend, si on les pratique, des rhums qui vous emmènent d'un point de vue gustatif tout à fait ailleurs. Et là, vous allez vous dire, j'étais ici, je suis allé là, je vais être quelque part au milieu en goûtant un rhum de Jamaïque. Ben non, vous allez être ailleurs encore. Hein, c'est cette multidimensionnalité du rhum où vous allez goûter maintenant un rhum qui est un rhum d'un autre. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu de l'équipe de Fidji avant. Hein, Fidji, la matière première vient complètement de Fidji. Fidji produit encore beaucoup de canne et beaucoup de mélasse. Fidji, c'est une île qui produit encore presque 100 000 tonnes de mélasse. C'est la matière première du rhum. C'est une équipe que j'adore, hein, qui est très bien et qui fait du très bon travail. Ils font bien sûr leur fermentation à température ambiante. On a ici cette vieille colonne qui était une colonne canadienne qui est réparée et qui tient un petit peu par miracle d'ailleurs, mais qui fait que Fidji, c'est Fidji. Alors aujourd'hui, vous distillez un rhum d'alambic et ils ont un système qui est un système de retorte. Hein, l'alambic de Fidji, ça va faire sourire nos maîtres distillateurs. Il a été construit par David Pym, was built by David Pym when he was a young guy, quand il était tout jeune. David, il a 80 ans maintenant. Et un jour, ils lui ont demandé, ils ont dit, il faut que tu nous construises un alambic à rhum. Et on a acheté un alambic à whisky en Nouvelle-Zélande et tu vas nous en faire un alambic à rhum. Et lui, c'est un chaudronnier assez génial. Et il a changé des morceaux, il a créé un système de retorte qui est un système qu'on retrouve en Jamaïque beaucoup, à la Barbade. Le système retorte a d'ailleurs été inventé par un Français, monsieur Adam, au début du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. Il a failli se faire guillotiner, heureusement non, parce que c'est lui qui a pensé qu'un alambic pouvait en nourrir un autre avec l'énergie du premier. Et c'est devenu des alambics très classiques du rhum, puisque la culture du rhum va toujours chercher les savoirs où ils sont et les meilleurs savoirs, et en fait des choses. C'est pour ça qu'on retrouve un mélange et une richesse de culture au niveau technique. Et ils ont tellement aimé cet alambic qui a été créé à partir d'un alambic de whisky qui a été complètement transformé, qu'ils ont commandé la grande sœur ou le grand frère. C'est pour ça qu'il y a 2 alambics retorte à Fidji. Si vous y allez, vous verrez ces 2 alambics qui sont assez mythiques. On en voit un ici avec les systèmes de retorte. Voilà Fidji. Fidji utilise la biomasse. Ils ne distillent pas avec du pétrole ni du gaz. Ils utilisent la biomasse locale en essayant de garder un équilibre par rapport aux forêts. C'est un équilibre très fragile, bien entendu. Comme c'est une petite distillerie, c'est un équilibre qui est possible. Mais ça, c'est l'énergie pour les distilleries est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec l'équipe pour justement voir quelle est l'énergie de demain pour la distillation, parce que c'est un élément, un facteur central dans la distillation. Hein, c'est comme les lieux de mise en bouteille. Est-ce qu'on envoie des bouteilles dans les Caraïbes toutes vides pour les ramener pleines, ou est-ce qu'on amène les fûts parce que ce container coûte très cher sur l'environnement? Ça, c'est des questions qu'on se pose et on est assez militant, je l'avoue, sur ces éléments-là, parce qu'à la fin, on n'a qu'une planète et qu'on est un produit, on l'oublie. Le rhum est un produit comme le cognac, comme tous les spiritueux derrière le bar. Le rhum est un produit agricole. Et l'agriculture, c'est la planète. Et si on n'a pas cette planète, on ne peut pas faire de grands rhums. Donc, ils font aussi une filtration sur des coques de noix de coco carbonisées, qui est un de leurs éléments, de leur signature, hein, sur une expression un petit peu charcoal filtration, mais assez primitive, qui fait aussi une partie de leur signature. Maintenant, on va aller en Jamaïque.
Vivienne, il arrive hier de la Jamaïque, il va y retourner tout de suite, avec un rhum qui est mythique pour un Jamaïcain, qui est un STCE, qui est une rhum marque, un STCE de Long Pond. Ça, c'est une pièce de musée, il n'y a que 300 bouteilles qui font partie de cette édition. Il me reste une dizaine de fûts et ma femme Debbie dit toujours, elle est là, c'est pour ça que j'en parle, Debbie, elle dit toujours, tu ne peux pas garder tous les fûts. Mais moi, si c'était moi, on garde ces fûts-là. J'adore les sentir, les caresser, regarder ce que ça donne et les voir évoluer. Mais là, on en a mis un à disposition qui est de 1995, STCE. C'est quoi STCE? À la Jamaïque, Jonas, je ne sais pas si tu m'as mis les marques ici, mais à la Jamaïque, vous avez, il me semble que oui. Non, peut-être pas. Alors, vous avez en Jamaïque des marques qui font partie du patrimoine d'une distillerie. C'est quoi les marques? C'est une formulation de fermentation avec un savoir très particulier qui fait partie des secrets, mais aussi de l'actif d'une distillerie. Le STCE, on a des geeks chez nous qui font les recherches de l'historique de ces initiales qui sont enregistrées auprès du gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et on sait que ça vient de Simon Thompson Cambridge Estate. C'était une distillerie qui avait été rachetée par Long Pond et par voie de conséquence s'est retrouvée héritier de cette formulation qui permet ce rhum. Alors les rhum marks, en réalité, c'était des éléments comme des couleurs pour un maître assembleur et les maîtres assembleurs pourraient travailler sur les rhum marks. Ici, on a voulu vous présenter une rhum marks seule, à son état naturel. Comme vous voyez, c'est un spiritueux très très intense. Il faut savoir que le poids d'un spiritueux augmente avec le vieillissement. Le poids, c'est la quantité gustative. Et ici, vous avez un rhum qui est à 69% d'alcool pour, encore une fois, souligner cette intensité et cette complexité. Et ici, on est complètement à la Jamaïque. Quels sont les arômes que vous retrouvez ici? Pardon? On a effectivement le fût, hein, on a des années ici de vieillissement, qui est intégré parce que vous avez tout de suite la Jamaïque, vous êtes sur ces éléments de fruits exotiques. Vous avez ici l'ananas séché aussi, vous avez la banane qu'on retrouve toujours en Jamaïque, hein, tous ces fruits exotiques qui sont là, ces esters qui sont puissants et qui sont présents. Et puis en bouche et en rétro-olfaction, n'oubliez pas qu'on est à 69% d'alcool. Vous avez cet exotisme. Effectivement, ces tanins qui sont là, ils sont là après tout ce vieillissement. Mais n'oubliez pas qu'on est en vieillissement. Ici, on a des rhums. C'est très rare que vous ayez des rhums qui soient aussi vieux. On parle d'un rhum qui a quoi? Qui a 27 ans, hein, grosso modo, et qui est un pot de style avec toute cette structure. Voilà. Donc ça, je ne sais pas vous, mais moi, quand on est maître de chai, on apprend à mémoriser. On apprend à mémoriser le goût. Hein. C'est une formation de 20 ans. Et pendant 20 ans, on goûte presque tous les jours 60 spiritueux pour mémoriser. Et l'idée, c'est d'apprendre à mémoriser. Et moi, quand j'adore quelque chose, je le mets dans un petit tiroir dans ma tête. Et quelquefois, quand j'ai un moment, que ce soit où je m'embête, ou je suis assis quelque part, j'arrive à le redéguster en ouvrant ce petit tiroir. Donc, sur des choses comme ça qu'on ne goûte pas, on ne peut pas le goûter souvent, je me rappelle d'un Jamaïque 83, je me rappelle un Calvados d'un ami de 1923, et je peux les goûter comme cela en ouvrant ces petits tiroirs. Et je vous encourage à faire cela. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter une bouteille. Pourtant, je suis producteur de rhum, je ne devrais pas vous dire ça. Mais ça permet de regoûter comme ça ces expériences. Et aussi, ça vous permet comme ça de travailler sur votre mémorisation olfactive, qui est très importante pour le plaisir. Vous savez, comme ça, vous savez qu'on a des plaisirs par rapport à des souvenirs olfactifs qui sont importants. Et ça c'est un petit secret, vous verrez, qui font que même quand vous aimez un plat, une ambiance, une pièce, hein, je dis toujours, quand on rentre dans un chai de vieillissement, on sait déjà comment la personne travaille. Moi, je rentre dans un chai de vieillissement, je regarde et je sens, je sais à qui j'ai affaire. Je regarde un alambic, je regarde une distillerie, je sais déjà à qui j'ai affaire. Mais je suis sûr que c'est pareil pour un chef quand il rentre dans une cuisine. Je ne sais pas s'il y a un chef ici dans la salle. Et c'est vrai pour... Est-ce qu'on a des barman ou des barmaids ici dans la salle? C'est vrai aussi. Un barman, il rentre, il voit un bar, il voit l'achalandage, il voit les bitters, il voit comment c'est fait. Déjà, il sait comment la personne travaille. C'est vrai pour un distillateur ou un maître de chai. Voilà la distillation. Alors ici, on a les fermenteurs. Hein. Ceux-là sont ceux de Long Pond. Comme vous le voyez,
on garde, quand on distille des mélasses, on fermente toute l'année. Et comme on fermente toute l'année, on peut avoir des fermenters en réalité qui sont, ici on le voit, à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que vous avez les levures endémiques qui arrivent, mais aussi qui, dans le bois, stockent certaines levures et aussi certaines bactéries, qui sont la signature de cette distillerie. Alors sur Long Pond, on va plus loin. C'est une technique qui est une deuxième phase, qui s'appelle le mocking, où en réalité, il y a l'élevage de certaines bactéries et certaines levures qui sont introduites à la fin de la distillation. Je vous fais une version simple, c'est beaucoup plus complexe que cela, pour venir créer beaucoup plus d'esters, qui sont ces éléments du fruit qu'on vient de décrire tout à l'heure, qui sont très très intenses. Et ça, c'est une signature de l'ouest de la Jamaïque, du Trelawney, avec plus que 2 distilleries maintenant. Voilà ici l'ancienne salle de fermentation qui a maintenant brûlé, malheureusement. Et pourquoi je vous en parle? C'est, vous voyez cette pièce mythique qui était à Long Pond jusqu'en 2019. Et vous voyez, un mois plus tard, mais heureusement, on avait pris toutes les photos, on avait étudié la nature de chaque vat, on avait étudié exactement ces fûts, ces foudres de fermentation, et je suis allé chercher dans le monde entier ces essences de bois qui allaient pouvoir, et on a reproduit, et on a trouvé un foudrier, on a retrouvé un foudrier au Mexique qui nous a refait les mêmes. Alors, il n'a pas pu s'empêcher de signer Mexico-Jamaica, et en fait, en réalité, vous voyez effectivement ces foudres qui ont été recréées dans la même essence de bois, et qui, je l'espère, seront là pendant 1 voire 2 siècles. On a dû les réensemencer pour retravailler. Et ce qu'on appelle le muck pit, la culture dont je vous ai parlé, elle n'avait pas souffert du feu. Donc la distillerie a pu reprendre assez rapidement. Assez rapidement, il a fallu 1 an. C'est des foudres qui sont complètement faits à la main, qui ont été faits au Mexique. C'est un ami à moi, distillateur de tequila, Carlos Camarena, je le salue, de Alteña, qui m'a présenté, parce que j'adore ces foudres de fermentation, qui m'a présenté ce foudrier, qui a travaillé pour nous, qui n'avait jamais quitté le Mexique avant, qui les a construits, qui les a démontés comme un pulse, mis dans un container, et ils sont venus pendant 3 mois remonter chacun de ces foudres à la main. Pourquoi il faut beaucoup de foudres de fermentation sur une petite distillerie contre Long Pond? Parce qu'on fait des fermentations qui sont très longues. Donc voilà. Et si vous faites une fermentation courte, vous n'avez pas besoin de beaucoup de foudre puisque vous remplacez à chaque fois. Si vous faites une fermentation 3 jours ou 3 semaines, ça fait 7 fois plus de capacité qu'il vous faut pour en réalité faire la fermentation. Mais c'est ce qui permet, c'est cet effort, cette mobilisation qui permet de faire ces goûts-là. On va aller vite maintenant et je vais vous emmener. Donc là, ici, on a l'inauguration avec l'équipe. Vous voyez, ici, on a Martha Miller, la première femme à la tête d'une distillerie, 2 distilleries en Jamaïque. Martha qui fait un travail remarquable et qui est à la tête de Clarendon et de Long Pond. Et on est tout content. Michael Donnelly qui s'occupe de toute la production à la distillerie. Ici, on a Vivienne qui est ici, qui est juste ici avec vous, qui est ici un Jamaïcain, Martha qu'on voit ici, et qui est là. C'est a good picture, Vivienne. Et maintenant, on va aller, je vais vous emmener à la Barbade. La Barbade, on a ici 3 personnes de la distillerie, West Indies Rum Distillery, qui est une superbe distillerie, cette vieille dame au bord de l'eau qui est là depuis, ou ce vieux monsieur au bord de l'eau depuis de nombreuses années, qui s'est transformé, vous le voyez à chaque fois, un plus petit alambic, une plus grosse colonne. On a l'équipement. Et les Barbadiens clament, ils ont le document le plus ancien sur la création du rhum. On a un Jamaïcain ici, attention, 1651, Three Houses Plantation, rhum en stockage. C'est les premiers à avoir un document attestant de la fabrication et de la présence du rhum dans un pays RUM, du produit de rhum. Et là, les Barbadiens, ils sont un peu comme les Français, ils ne jettent jamais rien. Tu sais, en France, on a besoin d'une grande église, on garde la petite au cas où. C'est pour ça qu'on a des églises qui ont un 1000 ans. À la Barbade, on a un vieil alambic, on le garde, on ne sait jamais. On a dans un endroit où on fait nos chargements, il y avait 2 alambics qui étaient là, tranquilles. Il y en a un, il servait presque de rond-point. Et un jour, je fais venir justement la personne dont je vous parlais, qui est ce chaudronnier. Je lui dis, tu peux analyser cet alambic? Et en réalité, on a des alambics, je vous en parlerai, qui sont très anciens. Ici,
on a un alambic particulier qui s'appelle un chamber still, un alambic à chambre. Moi, quand j'étudiais la distillation, on me disait ça existait en 1850, ça n'existe plus. C'est comme ça les gens qui étudient les dinosaures, on vous dit, voilà, un T-Rex, c'était comme ça, et voilà, on a encore des os, voilà à quoi ça ressemblait un T-Rex. Et un jour, je visite la Barbade, je visite la distillerie, et je vois un T-Rex, vivant. Et c'était le Vulcain, qui est un alambic à chambre. C'est un système un petit peu de retorte les uns sur les autres. Ça a été inventé aux États-Unis au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle. Et la Barbade avait acheté au moment de la Prohibition, enfin un alambic, cet alambic à chambre. Il n'y en a plus qu'un dans le monde qui fonctionne, qui est du 19e. Il est à West Indies. Nous, on a racheté West Indies Rum Distillery. Je ne vois pas ça comme un achat, mais comme un mariage, je le dis toujours, avec Don Ben, qui est le maître à bord sur toute la partie distillation technique. On a dit, on va redistiller avec cet alambic à chambre. Et chaque année, on fait du rhum. Quand il commence à être très bien. Un jour, on fera une masterclass. C'est des rhums très, très entiers, très, très chocolatés, très, très intenses, qui sont absolument délicieux. On a ici un alambic, on voit par les rivets qu'il est très ancien, mais comme les rivets sont réguliers, on sait qu'ils sont posés à la machine. C'est un alambic qui date de 1850. Dans tous les rhums plantations de la Barbade que vous goûtez, vous avez dedans du rhum qui a été distillé. Il y a une partie colonne, qui est une vieille colonne, et il y a une partie alambic qui utilise cet alambic qui en fait a été construit en 1850 et qui fait toujours du rhum aujourd'hui. On le ménage, on y va doucement, et c'est pour ça qu'on y a adjoint un autre alambic. Alors là, je vais vous montrer celui-là avant. Celui-ci, vous voyez les rivets? Vous les voyez bien? Est-ce qu'ils sont réguliers? Ils ont été mis à la main. Et là, c'est un alambic qui, selon Vivienne Wisdom, date de 1700, selon notre ami de John Doerr, David Pym, qui date de 1780. Et en fait, il était là. Alors là, on voit Don Ben, qui est avec moi. On voit Gaylor, qui est en fait un chaudronnier. Et on a en France un chaudronnier qui répare les vieux alambics. C'est comme ces séries américaines où ils prennent une vieille voiture, où il y a un poulet qui est sur le siège, ils le chassent, ils prennent la voiture, ils refont cette voiture incroyable. Et vous avez certains mécaniciens qui travaillent sur ces vieux équipements. Et il y a en France un chaudronnier qui travaille complètement à la main avec 3 personnes et qui restaure les vieux alambics. Et là, vous voyez, alors moi j'aime bien, je fais ça avec Don, j'aime bien dessiner les alambics qu'on utilise. C'est mon passe-temps. J'ai une maman qui était artiste. Et donc, on a ici réimaginé la partie qui manquait. Hein. En 18e, vous aviez des alambics qui s'appelaient les alambics trompes d'éléphant. Vous comprenez pourquoi? Ça ressemble à une trompe d'éléphant. Parce qu'il nous manquait cette partie-là. Et cet alambic, je suis fier de vous dire, il va refaire du rhum. Et d'ici 6 mois, il sera à la Barbade. Ici, Don, il est avec moi en France. Hein. On l'a envoyé. Et on va faire du rhum à nouveau. Ce qu'on veut vous dire aussi à West Indies Rum Distillery, quelque chose que je trouve fascinant, c'est la distillerie qui, à ma connaissance, et je connais beaucoup de distilleries de rhum, a les archives les plus anciennes sur la fabrication du rhum. On a cette pièce qu'on appelle The Vault, hein, où il y a une pièce, une porte forte, où à l'intérieur, on a des documents sur la fabrication et l'équipement du rhum depuis 1893. Et on a des recettes. On a même les courbes de distillation sur des roues de distillation, qui nous montrait combien on prenait de temps sur l'équipement et à quelle température. Pour nous, c'est fabuleux parce que vous voyez ici, par exemple, des dessins. Bon, là, moi, j'avais dessiné cet alambic qui existe maintenant, qui s'appelle le Hot Pot, et on avait utilisé ça s'appelle les blueprints. Pourquoi? Parce que c'est bleu. J'ai réutilisé des éléments, vous voyez, sur des vieux documents de la distillerie. J'ai photocopié pour avoir dessiné dessus et retravaillé dessus pour faire cet alambic ici qu'on voit là ici et qui fait du rhum, avec des rhums assez lourds, très texturés. Viviane, Dario, Terry, Don Ben, qui travaillent là-bas et qui font ces rhums vraiment exceptionnels avec cet alambic. Et c'est le petit frère ou la petite sœur du Old Greg pour justement l'accompagner dans son vieillissement sur la phase de première distillation qui est la plus dure sur le cuivre d'un alambic. Alors, on utilise le cuivre qui est autosacrificiel pour que les éléments soufrés du vin, les éléments naturels soufrés du vin, soient catalysés, mais en réalité, ça coûte une épaisseur de cuivre à chaque fois. Vous savez, quand vous achetez un alambic, en général, ils font 4 mm d'épaisseur. Le vieux Rockley que je vous ai montré, ici, quand on l'a testé avec Don Ben, il fait toujours 9 mm.
c'est que dans le temps, je ne vais pas jouer le vieux pépère, hein, mais dans le temps, quand on continue, you remember, Don, when we measured the thickness, quand on a mesuré, il faisait 9 mm. Et on était comme des petits gamins, on était fous de joie parce que vous imaginez l'avenir que cet alambic du 18e a. Et voilà, donc c'est l'histoire de la maison de plantation de West Indies et aussi de National Rum of Jamaica. Quelque chose de très important pour mon équipe et pour moi, le rhum, c'est aussi les champs de canne. Les champs de canne, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé on était dans les vendanges à Cognac, on arrive juste. Les champs de canne, c'est très dur, couper la canne à la main. Et nous, on travaille, et c'est l'équipe de la Barbade et l'équipe de la Jamaïque qui a souhaité qu'on soit classé Bon Sucro, c'est-à-dire qu'on soit estampillé. On a été la première distillerie du CARICOM. Il y en a d'autres maintenant qui le font, que dans la chaîne de production, depuis la canne à sucre jusqu'à la distillation et la mise en bouteille, le travail soit fait dans le respect des gens qui travaillent. Dans certains pays, c'est vraiment très très dur. On a un produit de plaisir et il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres. Et c'est possible de faire du rhum. Et cette organisation Bon Sucro, que vous verrez apparaître de plus en plus, puisqu'on la promeut énormément, bien estampillé, un petit peu comme Fairtrade, si vous voulez, le respect, le Fidji est Fairtrade aussi, des gens qui travaillent et qui font ce rhum. Dans cette droite ligne, et c'est ma petite surprise, ce qu'on a amené dans les valises, un jour, on discute, vous savez, à la Barbade, on adore boire du coco. C'est un truc comme ça, on y va, vous savez, le gin tonic, ben là, c'est là-bas, on prend ça, on prend un rhum un peu tannique, avec ça, c'est absolument... Et en fait, je voyais au bord de la route, si vous allez à la Barbade, vous voyez les gens qui arrivent et qui prennent les noix de coco, qui les scalpent comme ça, qui vous donnent le lait de coco. Ils font ça avec une machette, on se demande comment ils ont tous leurs doigts d'ailleurs. Et ils sont adroits d'une adresse exceptionnelle. Et en fait, je voyais ces noix de coco sur le bord de la route et puis on en parlait avec Doc. C'est un peu fou que tout ça, ça aille à la poubelle. Et on va faire un rhum naturel, sans utiliser des arômes artificiels. On va vraiment travailler sur un rhum qui ne soit pas une liqueur, qui soit sec, qui soit structuré, qui soit à plein degré, il est à 40%, avec des noix de coco. Et là, on s'est mis... Moi, j'ai l'habitude de faire de la recherche. J'ai fait Stiggins, je ne sais pas si vous savez, un rhum où on utilise des écorces d'ananas qui sont distillées dans un rhum. Et je me suis dit, on en a pour 6 mois, on va faire ça. 4 ans après, on n'y arrive toujours pas. Et ce monsieur vient nous voir, et dit, vous vous trompez, l'aromatique, elle n'est pas sur le fruit frais, elle est sur le fruit extra-mûr. Il faut qu'il tombe de l'arbre. Et quand il tombe de l'arbre, il n'y a plus d'eau, donc on ne peut plus utiliser l'eau, très 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 peu. Et là, il faut l'utiliser, et nous, on a découvert, donc on a dit, bah tiens, effectivement, parce qu'on ne peut distiller, on ne peut extraire que ce qu'on peut sentir. S'il n'y a pas d'odeur à l'origine, ça ne s'extrait pas. Quand on distille une écorce d'orange, Et en fait, il a raison, on le sent et ça aurait été intuitif, mais on était tellement dans notre idée d'aller recycler cela, on a dû laisser cette idée pour en faire une autre et d'aller justement travailler. Ici, on est avec M. Nichols, qui est ici, on a fêté ses 80 ans, qui est le monsieur noix de coco. Avec ici, on a Maud Patel, qui est le président de l'association des producteurs de la noix de coco. Et on a travaillé ensemble et je suis fier de vous dire que le projet a tellement pris forme. On a réussi le produit, ça a mis plus de 3 ans à faire. Et on utilise ces noix de coco très mûres. Il faut une noix de coco par bouteille. Donc il faut quand même pas mal de fruits. Et il y a les Nations Unies qui se sont associées au projet en garantissant la fourniture de cocotiers pour des fermiers qui viendraient à travailler pour justement cette gamme. Alors le problème, il n'est pas disponible. Pour en boire, il faut aller à la Barbade parce qu'on n'a pas assez de noix de coco. Mais je vous promets, on en plante. Monsieur Nichols, d'autres personnes plantent de la noix de coco et pour pouvoir avoir des noix de coco au fur et à mesure et en faire un peu plus. Donc au fur et à mesure, vous le verrez peut-être apparaître. Moi, je ne suis pas au commerce, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Nous, on crée les produits. Mais je trouvais que c'était amusant de vous montrer. Si vous allez sur le stand, vous allez avoir des superbes rhums vieillis, travaillés par Don. Ça fait 24 ans, bientôt 25 qu'il est à la distillerie. La plupart des rhums que vous distillez, c'est son empreinte digitale et son équipe. Et vous avez goûté des vieilles choses. Mais je me suis dit, c'est amusant de vous montrer aussi que le rhum, oui, est un produit agricole et que quand on travaille des produits agricoles qui sont la canne, qui sont les mélasses, mais qui sont aussi ici la noix de coco, on peut faire des produits qui sont super, qui nous emmènent un petit peu ailleurs.
Voilà un petit peu Stiggins. Voilà un petit peu Cut and Dry. Ce que je veux vous dire sur ce produit, n'attendez pas à ce qu'il soit exactement le même chaque année. Parce que des fois, les gens sur Stiggins me disent « Bah oui, mais il est un peu différent que l'année dernière. » Bah ouais, c'est la nouvelle récolte. Vous voyez? Parce que l'ananas, une année sur l'autre, et nous, on n'est pas là à réajuster en se disant « On va mettre un peu de ceci, un peu de cela. » Ben, ça va être la même chose pour ça. Là, vous le goûtez, c'est des fruits très mûrs, vous le sentez, il est très généreux. On travaille aussi sur des types de bois, un de mes petits secrets, de nos petits secrets, sur des types de bois, sur des douelles, parce que certains bois, notamment américains, ont beaucoup de ce qu'on appelle les whisky lactones, qui donnent ce que vous avez cet élément un petit peu tannique et coco, qui vient renforcer cette aromatique qui est sur la noix de coco. D'où les années de recherche et pour pouvoir travailler là-dessus. Alors j'ai Don qui fait comme ça en disant « dis pas tous les secrets ». Et donc c'est le travail sur lequel on a, et moi j'aime bien partager, je sais que lui aussi, je dis avec humour, mais je voulais partager donc ce produit avec vous pour vous montrer finalement cette agriculture. On est passionné, moi j'ai grandi, je suis né dans une ferme, et je suis passionné, et l'équipe aussi, par le travail du rhum depuis la matière première. Je veux vous dire que Don ici et l'équipe ici de la Barbade, on a travaillé, on a signé un accord avec la Sugarcane Breeding Station, la station de recherche sur la canne à sucre de la Barbade, qui travaille sur les variétés de la Barbade depuis 1880. Vous avez la Barbade, le billet de 2 $, vous avez M. Bovel. On a découvert que M. Bovel, il avait piqué ses savoirs d'un esclave libéré qui était un monsieur qui s'appelait Harper, et qui lui avait trouvé que on pouvait travailler sur des variétés très intéressantes de canne en faisant de l'hybridation. Et donc, quand vous parlez de la canne bleue que vous retrouvez et qui fait des superbes rhums en Martinique, c'est une canne qui vient de la Barbade, de ce centre de recherche. Et on a un accord, ils travaillent sur 77 acres, ça fait à peu près 35 hectares, et on travaille avec eux sur 3000 variétés de canne. Et 6 qu'on est en train de finaliser. Et qu'est-ce qu'on fait? On a mis un pressoir à canne, là-bas, je ne sais pas si on a une photo. On a mis un pressoir à canne et on travaille sur ces différentes variétés pour faire des rhums que vous boirez dans les années plus tard. Et ça fait partie de l'histoire du rhum et ça fait partie de la maison Plantation Ferrand West Indies et National Rum of Jamaica. An honor to have you guys here. It's really nice. Ils arrivent juste. Et on va faire toute une visite de Cognac, etc. Paris, bien sûr, un peu de shopping à Paris. Et puis après, on va aller à Cognac. Pour certains, c'est la première fois. Don, il est venu très souvent, bien sûr, en tant que maître distillateur. Vivian, first trip in Cognac, right? Et on va partager tout cela ensemble. Et si vous voulez parler avec eux, ils seront bien sûr sur le stand de plantation en visite. Et bien sûr, vous pourrez déguster tous ces rhums. Voilà. Je vous remercie 1000 fois. Si certains veulent être en photo avec l'équipe, de la Barbade ou de la Jamaïque, avec des maîtres distillateurs. Vous regardez sur Internet qui ils sont très connus et c'est avec plaisir. Vous allez devant la distillerie. Et merci d'être venu, merci de partager ce moment avec nous. Et merci je sais qu'il y a des grands collectionneurs de rhum et des grands collectionneurs de plantations ici. Sachez que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce métier qui nous passionne. C'est une équipe, c'est une famille. On travaille ensemble. Moi, j'habite dans une distillerie. Et je voyage dans des distilleries avec lesquelles on travaille et c'est une aventure qu'on adore partager avec vous. Merci beaucoup. Et je dis toujours, la vie est bien trop courte pour boire des mauvais rhums. Merci à toi aussi, Alex. Merci bien.